Bienvenue à la causerie de ce jeudi. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de la première année d'existence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET? On en parle aujourd'hui avec nous sur ce plateau Gani Wanide qui est analyste politique. Bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. Kader Achirou, journaliste à ESAE TV. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour. Bonjour. Chers débatteurs, bonjour. Merci d'être là. Bonjour aux amis téléspectateurs aussi. Voilà, justement. Et Mathias Koulodi Dedjan, qui est aussi analyste politique. Bonjour. Bonjour chers journalistes, au pluriel. Hein. Voilà, justement. Et bonjour téléspectateurs aussi. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été créée à travers la loi modificative de la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. C'est justement cette loi qui a été modifiée et qui instaure la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Plus tard, il y aura même la loi portant fonctionnement de cette Cour. Ça a été fait quelques semaines après donc la création de cette Cour. Alors, Mathias Koulodi Dedjan, déjà, lorsque la CRIET est née, on a entendu toutes les polémiques qu'il y a eu autour. Aujourd'hui, que retenez-vous globalement? Merci. Je pense que dans un État comme le nôtre, où les actes de corruption sont devenus récurrents, et certains individus mal intentionnés aussi prennent notre pays comme étant un espace où on fait circuler un certain nombre de produits qui sont assimilables à la drogue et aux stupéfiants ces dernières années. Et également, nous sommes à l'heure où il y a le terrorisme qui sévit quand même à côté de nous. Je pense qu'il était important, voire indispensable, de mettre un instrument juridique en place. Et moi, je voudrais féliciter les honorables députés, je pense, de la 7e législature avec le gouvernement qui, quand même, ensemble, ont pu parvenir quand même à la mise en place de la CRIET. Et on ne peut que en tout cas, on ne peut qu'être heureux par rapport à cet instrument qui déjà a connu en un an d'exercice beaucoup de dossiers. Les uns, en tout cas, qui ont rendu certains heureux, et les autres quand même qui fâchent un certain nombre de personnes. Toute décision de justice. Comme toute décision de justice. Moi, je pense qu'il fallait mettre en place cet instrument-là et qui doit continuer donc à faire ses preuves. Donc c'est en un an un bilan que je pense globalement satisfaisant. Très bien. Kader Achirou, même question. Que pensez-vous sinon que retenez-vous de cette première année de la CRIET? La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a vu le jour suite à la loi modificative que vous avez évoquée tout à l'heure. Et je crois qu'elle a été installée par le président Batoko et cette cour a commencé par être active depuis plus de bientôt 12 mois. Oui. 12 mois pour être plus ou moins précis. Oui. Et donc quand on parle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, en toute honnêteté et en toute sincérité, pour moi c'est une juridiction quoique controversée et contestée, mais qui avait raison d'être installée, d'être instaurée dans la République du Bénin. Pour la simple raison et la simple cause selon laquelle pendant longtemps nous avons constaté une justice à double vitesse. Et je crois que le président Batoko l'a évoqué lors de l'installation de cette juridiction devant un parterre de personnalités politico-juridiques et administratives du pays, comme quoi quelqu'un qui vole un mouton, qui vole un poulet ou bien qui fait un petit détournement se retrouve tout de suite en prison, alors que quand quelqu'un arrive à être ministre et à détourner des milliards de francs CFA dédiés à des projets de développement du pays, se retrouve tout de suite au palais des gouverneurs. Et donc le palais des gouverneurs était devenu un refuge pour les délinquants, financiers. Et donc il fallait trouver un mécanisme à travers lequel il fallait freiner cela. Et ce mécanisme était cette cour spéciale, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoique controversée et contestée, mais qui a raison d'être, qu'est la CRIET. Et donc cette loi a été votée. Elle est contestée par certaines personnes parce qu'il y a une absence de double degré de juridiction. Je crois que la loi, elle est perfectible et que les députés qui sont là ou qui seront là après dans le futur auront cette lourde tâche de pouvoir toucher chirurgicalement cette loi. Mais pour ma personne,
je crois qu'on a besoin d'une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et si vous regardez un peu les statistiques dans le taux de corruption au Bénin, vous allez voir qu'il y a une baisse depuis l'installation de cette cour. Alors, ça veut dire que, véritablement, en ce qui concerne la mauvaise gouvernance et autres, cette cour a eu quand même un effet, un impact. Et sans être hypocrite, nous pouvons constater aujourd'hui, avec parfois beaucoup de bonheur, même si c'est peut-être une psychose, on vous dira désormais que ah, je ne veux pas le faire, il y a la criette qui est là. Et on sait que désormais il y a un gendarme qui lutte contre les crimes économiques, un gendarme qui lutte désormais contre le trafic de drogue, le trafic des stupéfiants, qui lutte désormais contre la cybercriminalité également. Et donc, je crois que c'est un instrument qu'il faut maintenir. C'est vrai qu'il n'y a pas de perfection entière sur cette terre, il n'y a que Dieu qui est parfait. Ce qui a été fait parce que ceux qui l'ont fait estiment que c'est la bonne chose. Et donc, ceux qui estiment qu'il y a des choses à revoir, il faut garder la criette, il faut revoir ce qu'il y a à revoir. Et il est inutile de s'en prendre aux différents magistrats qui animent cette cour, parce que eux étant des agents juridiques qui qui appliquent plutôt ces différents tests et lois votées par l'institution parlementaire. Donc ce n'est pas la faute au président d'Ossa, ce n'est pas la faute au procureur spécial Togbono si parfois il y a des anomalies dans cette législation, et revient au législateur de revoir le test pour que le magistrat l'applique dans toute sa plénitude. Donc je crois, comme l'a dit tout à l'heure l'analyste politique, sans trop verser dans du sentimentalisme, dans l'émotion, que le bilan est plus ou moins satisfaisant et que les différents verdicts rendus par la Cour sont plus ou moins réconfortants, parce qu'on a vu cette Cour connaître des dossiers qui étaient pendant longtemps des dossiers à polémique qu'on ne pouvait pas toucher, mais on a vu véritablement les uns les autres, les Béninois ont vu, même par rapport aux dossiers de services, les Béninois, même si chacun sont restés sur leurs faits, ils ont vu véritablement les réelles coulisses du pouvoir, comment on arrivait à donner un port d'âme à quelqu'un sans qu'il n'allait l'attribuer, comment on arrivait à organiser les choses dans les coulisses au sommet de l'État. Les populations ont vu cela, et cela a été possible grâce à l'instauration et à l'installation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est vrai. Ganiwa Nidé, pendant des années, on s'est plaint de l'inexistence d'une Cour de répression des infractions économiques, et on a même demandé qu'on constitutionnalise la Cour des comptes. Ça n'a pas pu être fait parce que la Constitution n'a pas pu être révisée jusqu'à présent. Et lorsqu'on a installé la criette, puisque on peut aussi, par d'autres lois, créer aussi des cours comme ça, lorsqu'on l'a installée, est-ce que vous vous dites, même si on avait pu constitutionnaliser la Cour des comptes, on n'aurait pas eu les mêmes résultats qu'on obtient aujourd'hui? Je mets ça au conditionnel, hein, vu un peu tout ce qui se fait avec tout l'activisme qu'on note à la criette. Moi, je pense que même si on avait constitutionnalisé la Cour des comptes, il fallait avoir un instrument juridique tel que la criette. Parce qu'aujourd'hui, ça s'impose dans la conscience de tous les Béninois, qui aujourd'hui ne connaît pas l'existence de la criette, parce que les actions que cette juridiction mène sont si éclatantes que ça attire l'attention. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où nous avions des intouchables, et des gens qui sortaient donc des périmètres de la moralité pour se servir. Ils étaient en délicatesse avec les tests, les détournements dans tous les sens. De plus en plus, quand vous interrogez les gens dans la société, il y a tout au moins cette réticence-là, ce premier réflexe de se dire, est-ce que je ne serai pas rattrapé demain? Ça dit que ça prémunit pour l'avenir. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quels que soient les outils juridiques que nous aurions pu mettre en place, la criette vient à point nommé, parce que les défis, c'est même en phase avec les défis du moment. Quand vous êtes une nation qui aspire à l'émergence, qui aspire à se développer, vous ne saurez rester tout le temps dans cette correction massive dans laquelle nous étions plongés. Et au-delà, vous voyez, l'actualité nous renvoie. Nous avions fait ce débat la semaine dernière autour du terrorisme. Donc, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas frappés encore qu'il ne faut pas prendre des dispositions pour préparer un certain nombre de choses. Et déjà, le fait qu'une institution comme ça, une cour comme ça existe, participe donc, n'est-ce pas, à dissuader
d'éventuelles personnes qui seraient candidats à de tels actes. Donc je crois que l'un mis à côté de l'autre, la criette est à point nommé. Très bien. Et Kader tout à l'heure évoqué le procès ICC Service qui a été retransmis en direct sur la chaîne de radiodiffusion ici. Je vais revenir à vous Kader, tenez-vous tranquille. Mathias Koulodi, déjà vous avez suivi certainement ce procès où vous en avez eu des échos. Est-ce que à travers ce procès-là, où l'on a entendu en direct à la radio des révélations des hommes politiques qui ont livré les coulisses de leur gestion, vous avez le sentiment que la criette démystifie le pouvoir ou encore l'homme politique debout pour qu'on ne se mette pas tout le temps à imaginer que ce sont des gens qui doivent forcément se mettre aux trousses de nos caisses publiques pour les dévaliser? Merci. Je pense que la criette, de par ses prérogatives, joue pleinement son rôle. Oui. Et j'en veux pour preuve ce procès ICC Service que vous venez d'évoquer. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout au long de ce procès, parfois il y a des gens qui se dédient chaque fois. Et finalement, on se demandait, mais tout ça s'est passé dans notre pays sans que, bon, en tout cas, les autorités à divers niveaux n'aient rien pu faire pour que nous n'arrivions pas là. Et mieux, certains ont été impliqués à des degrés divers et tout ça, sans que véritablement leur culpabilité en ce moment-là ne soit prouvée. Donc je pense que la criette, loin d'être un instrument à polémique comme certains le pensent, fait en sorte que l'homme politique, même s'il se retrouvait au cœur d'une affaire de corruption, puisse être en tout cas mis à la disposition de cet instrument-là pour être véritablement jugé. Et moi je voudrais saluer le gouvernement parce que le gouvernement, on peut beau mettre en place un instrument juridique comme la criette, mais si on ne lui met pas les moyens à disposition, je ne pense pas que cet instrument va pleinement jouer sa mission. Et c'est heureux que le gouvernement ait mis les moyens véritablement, c'est-à-dire les hommes qu'il faut d'ailleurs, oui, au sein de cette institution-là, et les moyens également ont suivi. Et mieux, vous n'êtes pas sans savoir, on a vu tous des autorités politiques qui sont mises à la disposition de cet instrument-là. La dernière fois, c'était, je crois bien, le procureur du littoral qui a été jugé, et tout ça. Donc, je pense que davantage, en fait, il faut que le pouvoir en place puisse continuer dans ce sens. Et les 10 dernières années du régime de fin, et je ne voudrais pas forcément dire que c'est tout au long de ce régime-là qu'il y a eu des actes de corruption, mais il y a eu beaucoup de dossiers quand même, et c'est des dossiers de l'ordre de milliards de francs CFA. Vous avez vu même un ministre de l'économie et des finances qui, après avoir quitté, bon, s'offre quelque chose de luxe de l'autre côté. Je ne dis pas forcément que, bon, il est déjà condamné, mais il faut qu'un jour on puisse nous clarifier un certain nombre de dossiers comme celui-là aussi, pour que nous puissions être fixés sur comment est-ce que ceux-là ont pu véritablement conduire ce mandat-là. Et lorsque le président de la République actuelle et son gouvernement aussi va descendre, on va aussi voir comment est-ce que en tout cas, ce pouvoir-là a été conduit. Donc je pense que la criette est sur un bon chemin et il faut en tout cas, cet instrument continue davantage. Je crois que si nous avons fait un peu de rétrospection pour regarder le passé, le respectable ancien président de la République, Thomas Bouniaï, disait un jour avec une ordre de ministre derrière lui que s'il arriverait un jour qu'elle devrait publier tous les rapports d'audit et autres inspections, que tous ces ministres, sans exception, se retrouveraient en prison. Oui. Et donc, c'est assez édifiant sur la question du seuil de corruption, de mauvaise gouvernance que le Bénin a eu à atteindre, arriver à un niveau donné. Et il fallait, quel qu'en soit le mécanisme, il fallait trouver une procédure, un mécanisme à travers lequel il fallait freiner la chose de manière plus effrayante. Et donc, la criette est là. J'aimerais dire aussi une chose aux uns et aux autres qui se proclament politiciens. Vous savez, on ne peut pas être politicien tout en refusant de subir des coups politiques. On ne peut pas être politicien en disant qu'on ne veut pas être prisonnier politique. C'est pas pour rien qu'on parle de prisonniers politiques. Et les populations qu'ils s'en vont défendre généralement, il y en a parmi ces populations, quand vous sillonnez dans les prisons de Cotonou, il y en a qui sont en prison de façon injuste, injustement. Il y en a à Paris, il y en a à Londres, il y en a à New York qui sont en prison injustement. Et nous voyons des procès où on vous dit, 20 ans après,
on a jugé, il est innocent. Mais là, il a fait 20 ans en prison. Pourquoi nos politiciens ils estiment que eux, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir ce titre de député ou de ministre dans leur vie, estiment qu'ils ne peuvent pas passer 5 minutes en prison de façon injuste. Je crois qu'il n'y a que les hommes qui connaissent la prison et généralement la plupart qui connaissent la prison, généralement la plupart qui connaissent la prison, quand ils en sortent, ils deviennent de vrais génies, ils connaissent une véritable ascension et donc il ne faut pas voir la chose de ce niveau. Mais pour revenir pour plus à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je crois que la seule décision qu'elle a eu à prendre qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, c'est celle liée au dossier Sébastien Germain à Javon. Mais dans le cas des autres dossiers, à l'unanimité au Bénin, nous savons les responsabilités qui incombent à chaque dirigeant dont les noms ont été évoqués. Nous avons évoqué tout à l'heure le dossier chez Service. Ils sont nombreux, ces Béninois, qui vont vous dire nous voulons la lumière dans le dossier chez Service. Nous voulons que les gens soient dédommagés. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter les dommages collatéraux que la justice pourrait créer en voulant faire son travail de manière efficiente dans sa plénitude dans la plénitude de ses prérogatives? Je crois que non. Et donc, il faut quand même donner tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous voulons brandir, toutes les exigences que nous affichons à un potentiel candidat à la présidence lors de cette campagne électorale. Il faut que nous mesurons les exigences de ces propos et en appréhendions également les difficultés parce que c'est très important. En 2016, nombreux de ces Béninois, des compatriotes au candidat Patrice Talon, lui ont demandé de voir, il faut qu'on en finisse avec la mauvaise gouvernance. Et je tiens aussi à dire quelque chose, et précisément avant d'aller très loin dans mon argumentaire, c'est que Patrice Talon lui-même et ses ministres et ses collaborateurs et autres, ses coquins et copains, si on peut le dire même aussi, savent que un jour, ils quitteront le pouvoir. Ils ne sont pas là éternellement. Ils ne sont pas des immortels. Et qu'un jour, cette même cour de répression des infractions économiques et terroristes qu'ils ont eu à mettre en place pourrait toutefois les juger. Et donc, ils agissent avec tact et précaution. Sous ce régime, nous avons vu un préfet du littoral. On va revenir à lui tout à l'heure. On va prendre quelques cas très pratiques et opiner dessus. Non, c'est pour dire simplement que nous avons vu sous ce régime des gens qu'on a connus très proches du président Patrice Talon, comme Anton Dayori également, qui ont été jugés par cette cour et qui ont été en prison. Que les gens arrêtent tout le temps de parler de justice sélective, alors que quand on parle du critère sélectif, c'est que on est d'accord que ce qui nous est reproché, nous est véritablement reproché, mais on se dit, je ne suis pas seul. Mais pourquoi vous n'acceptez pas que vous allez répondre de ce qui vous est reproché? Si vous jugez que c'est sélectif, alors répondez et attendez que quelqu'un d'autre vienne là pour faire l'autre côté du ménage. Parce que quand vous dites que c'est sélectif, c'est que vous êtes forcément, vous reprochez quelque chose. Donc je crois qu'il faut laisser la criette poursuivre ses activités en toute autonomie, en toute indépendance, comme l'a si bien dit solennellement le président Batoko lors de l'installation de ses membres, et que les différentes dispositions qui gêneraient les unes les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, le double degré de juridiction, puissent être revues à travers une législation. Mais il ne revient pas à Gilbert Richetoboulon de le faire, mais il revient aux députés de le faire à l'Assemblée nationale. Tant que les députés ne vont pas le faire, parce que c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui représentent les populations, tant qu'ils ne vont pas le faire, alors la criette va continuer à fonctionner dans cet état-là, elle va continuer à progresser ainsi, et qu'on arrête de dire qu'il y a ci, il y a ça, il faut faire attention avec l'ingérence des organismes internationaux qui parfois font des recommandations qui ont trait parfois des injonctions. Il faut faire attention parce que nous sommes un État souverain. Le Bénin est un État souverain. Et donc, si notre institution parlementaire a décidé que ça se passera comme ça pour atteindre l'objectif que nous devons avoir, c'est nous-mêmes qui avons donné le mandat à ces députés, ils sont 83. Alors, ils l'ont fait. Donc, nous considérons que c'est le peuple qui l'a fait et que nous suivrons cette ligne. Au moment opportun, nous ferons un bilan, un diagnostic et nous allons aviser, nous allons revoir comment refaire les choses. Il n'y a aucune loi qui a été instituée au Bénin depuis l'avènement de l'indépendance et qui n'a pas été modifiée. Elles sont toutes modificatives et donc on peut à tout moment les modifier. Et donc ça ne sert à rien de faire du tollé, ça ne sert à rien de faire du bruit, ça ne sert à rien d'organiser l'insurrection, ça ne sert à rien également d'agiter les foules à la solde de quelques billets de banque pour pouvoir atteindre des objectifs politiques. Il faut que ceux qui sont dans l'opposition, et j'en finirai aujourd'hui, qui estiment que la Cour de répression des infractions économiques est un mécanisme dangereux et autres, qu'ils pensent un jour à
eux aussi, iront au pouvoir. Parce que les choses changent. La manière dont Mathieu Kérékou a eu à gérer le Bénin, Boni ne l'a pas géré ainsi. Patrice Talon aussi ne le gère pas ainsi. Et donc, celui qui viendra après Patrice Talon aussi ne le gérera pas ainsi. Et donc, qu'ils apprennent à instaurer dans la conscience collective des uns des autres les vraies valeurs du militantisme, et qu'on ne pense pas que il faut aller en politique pour s'enrichir, et qu'on ne pense pas que quand on devient politicien ou militant d'un parti politique, il faut tout de suite chercher à être directeur de société d'État ou ministre, pour qu'à la fin on confonde les caisses de l'État aux caisses de cotisation familiale ou peut-être aux caisses de son parti politique, au fait de prendre les ressources publiques pour aller organiser des meetings politiques, au fait de prendre les ressources politiques, les ressources publiques de l'État pour en faire du social, parce que n'oublions pas, l'État n'est pas une ONG, l'État n'est pas une fondation. Un État est un État, et l'État fait ce qu'il doit faire. Les fondations sont là pour accompagner l'État dans le social, les ONG qui sont dans le social accompagnent l'État. Mais quand on voit un ministre qui se métamorphose en social, quand on voit un député qui se métamorphose en social, on voit le député doit mener des actions par rapport à sa localité, mais il n'est pas une fondation, le député. Et il faut que les populations le comprennent. Il n'est pas une ONG, il fait le minimum qu'il a à faire. Mais quand les populations elles-mêmes ne sont pas d'abord préparées à cela, c'est elles-mêmes parfois qui poussent nos dirigeants à la mauvaise gouvernance et à la corruption. Parce que, je me suis dit, les militants sont là, ils me demandent ça. Il veut renouveler son mandat, il veut renouveler sa confiance auprès d'une autorité. Alors, comme je le dis, il voit que le président de la République actuelle, je vais chez lui comme un copain, je vais dîner chez lui. Alors, les ressources publiques de l'État ont dit, je vais m'en servir comme je peux, parce que ce que j'ai fait, c'est au nom du chef de l'État. Que désormais, ministre qu'on soit aujourd'hui sous la rupture, qu'on pense à ce que la criette sera pas, elle sera là toujours jusqu'à la fin du quinquennat du Patrice Talon ou des deux quinquennats du Patrice Talon, et donc elle continuera. Et donc, ils seront également rattrapés si jamais ils font des erreurs. Voilà. Gani Wanidé, la population a voulu de l'éclaircissement sur un dossier. ICC Service, nous en parlons depuis le début de cette émission. Dites-nous, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce procès-là aujourd'hui? Merci. Première leçon, c'est que nous aurons désormais dans notre pays des hommes politiques de type nouveau. Ceux qui se prévalaient hommes politiques ne prenaient pas en compte leurs exigences. Être homme politique, ce n'est pas simplement profiter du pouvoir, c'est aussi être en mesure de répondre donc de sa gestion. Et quand on rentre dans ce dossier ICC Service, vous ne pouvez pas savoir, à l'époque, tout le monde, même ceux qu'on disait analphabètes, avaient un poste radio à côté parce que c'était diffusé. Ça a tenu tellement en haleine le peuple qu'on s'est dit, voilà, si la criette n'existait pas, nous avons vraiment... Parce qu'on nous a sorti des dossiers, on s'est dit, mais comment peut être des gens à responsabilité dans une nation et se comporter de cette façon-là? Aucune norme, aucun principe ne déterminait la façon dont les gens prennent des décisions par émotion. Ils prennent leur émotion pour loi. On sort des dossiers tels que il y avait des déballages. Nom de Dieu. Si moi j'attends simplement parce que ce procès m'a laissé un peu sur ma faim. J'ai pas vu en matière de verdict. En matière de verdict, parce que beaucoup de gens ont estimé que le verdict n'était pas à la hauteur certainement des forfaits. Mais au-delà du verdict, la forme que le procès a prise, tout ce qu'on a entendu, ainsi de suite. Ça nous éduquer, non, mais c'est pas suffisant. Moi, quand je parle même de verdict, je ne vois même pas le volet remboursement. Je vois punition des gens, punition des gens qui se sont mal comportés dans la République. On n'a pas véritablement vu l'impact. C'est cela qui permettrait aux populations de savoir désormais que lorsque tu as une parcelle de pouvoir dans cette République, demain, tu peux être cité, on peut te confronter devant tes actes, tu peux te retrouver facilement en prison. Donc malheureusement, il y a cette dimension qui a manqué au procès. Mais du point de vue pédagogique, ça a participé donc à éduquer. Je suis d'accord avec vous.
les hommes politiques désormais font de plus en plus attention. Et les dossiers, certainement que les jours à venir, nous serons encore fixés parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement dans ce pays-là. Ça ne s'arrête presque pas. On va parler aussi d'autres dossiers. Quelqu'un a souligné ça en filigrane, l'ancien préfet du littoral Modeste Toboula, qui a été très actif sur le plan de l'assainissement du département du littoral. C'est d'ailleurs lui qui a commencé la libération des espaces publics le 4 janvier 2017 et il était presque mal vu des populations. On estimait qu'il avait trop la force, mais lorsque on a soupçonné qu'il a été cité dans une affaire de bradage domanial, les autorités n'ont pas hésité du tout à l'envoyer devant la criette et à établir sa culpabilité et à le condamner. Mathias Koulodi-Dedjan, est-ce que par cette action-là, l'interpellation de Modeste Toboula, vous vous êtes dit, mais là, ça veut dire que la criette n'a pas de limite? Merci Gilles Christ. Je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous savez, dans la machine président Patrice Talon, le préfet Modeste Toboula n'est pas des moindres. On peut dire même c'est le préfet du département phare. Oui. C'est-à-dire il n'est pas des moindres, comme je le disais tantôt. Et donc, et ce préfet, moi, je suis même pas d'accord avec ceux-là qui ont accusé le préfet pour avoir libéré les... Non, le préfet était dans son rôle d'exécution, en fait, des décisions qui lui incombaient en tant que préfet, que de libérer les espaces publics. Mais lorsque je prends le cas, par exemple, de la mauvaise gestion à la mairie de Cotonou, quand vous êtes préfet, que vous avez mis ce dossier-là sur le tapis, au point où vous êtes allé jusqu'à suspendre un maire, et on a procédé par la suite à sa révocation, le maire qui a quitté le pays, qui ne vit plus sur notre territoire et tout ça, vous devriez être aussi un exemple. Mais qu'est-ce qu'on a compris par la suite? C'est-à-dire, il y a des affaires domaniales qui même ont plongé le préfet. Et je pense que ce que le président de la République et tout son gouvernement a fait, c'est de mettre le préfet à la disposition de la criette. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que, en fait, le gouvernement joue un rôle capital en donnant des moyens, c'est-à-dire le pouvoir et les moyens donc à cette cour-là d'exercer sa fonction. Et donc, moi je dis, la criette alors n'a plus de limite quant à ce qui concerne, c'est-à-dire les justiciables devant cette cour-là. Vous pouvez être ministre de la République, il suffit que le gouvernement vous mette à disposition de la criette fait son travail. Donc je pense qu'aujourd'hui les choses sont en train de changer, même si on estime que ceux qui sont là aussi ont des dossiers. Moi je n'ai rien contre, en fait, les gens sont là aujourd'hui. Donc s'ils ne se livrent pas eux-mêmes à la justice, et que notre gouvernement, ce qui est sûr et certain, parce que notre gouvernement s'installera, qu'on veuille ou pas, Patrice Talon partira peut-être d'ici quelques mois ou bien dans 5 ans, dans les 5 prochaines années, forcément il va partir. Quinquennat peut-être. Voilà, son second quinquennat, il partira. Donc si on estime qu'il y a des dossiers qui les entachent aussi, ceux qui sont là aujourd'hui, on n'a qu'à mettre ces dossiers-là en ce moment-là à disposition de la criette pour que la criette continue de jouer pleinement son rôle. Mais ce sur quoi moi je voudrais attirer surtout l'attention, c'est quoi? C'est-à-dire, la criette a déjà été, comment appelle-t-on, la loi portant création de la criette a déjà été rendue conforme à la Constitution, je crois, par décision DCC 18-130. Mais la décision du, comment appelle-t-on, DCC 19 et 055 de la cour actuelle de Djokbenou, avec un certain nombre de recours déposés par des citoyens, a non seulement reconnu la conformité de cette loi-là par rapport à la Constitution, mais a mis l'accent sur l'alinéa 2 de l'article 12 de cette même loi-là, qui en fait, comment appelle-t-on, ne permet pas, comment appelle-t-on, l'égalité devant, comment appelle-t-on, l'égalité des justiciables. Des justiciables, et mieux, c'est-à-dire, il y a, je ne suis pas juriste, mais selon ce que cette loi dit, c'est que le justiciable ne peut faire recours qu'en cas de, il ne peut y avoir recours qu'en cas de non-lieu. Vous convenez avec moi que la Cour a dit que cet alinéa-là n'est pas conforme à la Constitution. Mais qu'attend
les honorables députés pour rapidement corriger cela. Non, mais c'est vrai que la 8e législature vient d'arriver. Ah non, il y a beaucoup de dossiers chauds sur la table. Le code électoral, la charte des partis politiques. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir, c'est vrai. Il faut prendre des lois comme ça où on dit la loi est conforme, mais il y a un alinéa qui ne permet pas en fait que les citoyens puissent véritablement bénéficier de tout votre message sera entendu. Je pense qu'il faut corriger cela dans l'immédiat. Très bien. Non, je crois à la suite de mon vis-à-vis, dans le cas Modeste Toboula, c'est avec beaucoup de tristesse parfois que j'en parle, parfois désolation également, parce que c'est presque une honte en griffe pour certains, entrer par la grande porte, sortir par la petite porte, si on doit bien caricaturer ce qui lui est arrivé. Mais dans le même temps, je crois que je confie toute l'espérance des Béninois à la justice béninoise. Et si le verdict qui a été prononcé est le verdict de la justice béninoise, alors je m'en tiens et je m'en fie. Je ne suis pas agent domanial, je ne suis pas au ministère du cadre de vie, encore moins au ministère de la décentralisation pour cerner véritablement. Il y a eu des faits qu'on nous a reportés, qu'on nous a rapportés, sur la base desquels on a su que le préfet et son ministre Dassigli Barnabé, dont certaines langues disent qu'il est coutumier du fait, sont impliqués dans une affaire domaniale. Et donc, le gouvernement a fait l'essentiel, c'est de mettre le préfet à la disposition qui a été écoutée à la brigade économique et financière, puis après, on a décidé qu'on le dépose. Et j'aimerais inviter les uns et les autres à comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une révolution à mon avis. Sous ce régime, j'ai vu le président Adrien Ngouedi être écouté par la justice. Alors, je me dis, si on arrive jusqu'à aller écouter des sommités du genre, si on arrive à mettre en garde à vue des gens comme Sébastien Germain à Javon dans les dossiers, alors qu'il n'y a pas, je dirais, d'affinité dans le traitement des choses, je crois que ceux qui le font aujourd'hui savent que la roue tourne, et donc elle tournera forcément. Je vais revenir un peu sur le procès et ses services, avant d'y aller, avant de revenir peut-être sur les alinéas qui gênent. Je crois qu'en dehors de cet alinéa, il y a beaucoup de choses qui gênent au niveau de la loi qui institue la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et comme je le disais tout à l'heure, l'entame de mon intervention, il y a beaucoup de choses qui gênent et il faut que de manière plus ou moins consensuelle, on puisse revoir la chose qui soit faite et qu'on arrive à trouver également au niveau de l'envoi des ministres et présidents de la République au niveau de la haute cour de justice, qu'on arrive à retrouver un peu un mécanisme qui va faciliter beaucoup plus la réceptivité de cette cour, de ces ministres et présidents de la République. Parce que cette facilité on a vu dans le procès ici, ces services, des thèmes savants, des thèmes, vous voyez un peu, parce que des ministres ne pouvaient pas aller devant cette cour en qualité de ministre de la République, parce que cette cour n'a pas les prérogatives de juger les ministres, ni président de la République, ni ancien président de la République, encore moins ancien ministre également, au moins des faits qui leur sont reprochés. Et donc, c'est à revoir. Soit on ajoute au package de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le fait de pouvoir juger ministre et président de la République dans les dossiers, parce que ce qu'on lui a confié comme attribut sont des dossiers qui ont souvent trait à l'audition des ministres de la République et des présidents de la République, anciens comme nouveaux. Et donc, pour lui permettre parfois de faire le travail dans sa plénitude, dans une certaine indépendance donnée, sans qu'il n'y ait un frein, il faudrait peut-être revoir le mécanisme à ce niveau donné, ou permettre à cette cour de travailler en bonne collaboration et cohabitation avec la haute cour de justice, pour que désormais on puisse revoir les choses et que au niveau de l'Assemblée nationale, le quota prévu pour envoyer les ministres et présidents de la République au niveau de la haute cour de justice, que le quota soit revu un peu, parce que il y a des quotas qui sont mis au niveau des lois, qui sont des quotas qui ont été faits exprès. Parce qu'on sait que pour obtenir ce quota véritablement, il faut véritablement de la politique politicienne. Et quand on sait que le Parlement c'est le rôle de la politique et que parfois, face à ces genres de situations, ce n'est pas généralement ce qui est reproché à l'intéressé qui est mis en exergue, mais beaucoup plus ces relations politiques. Il faut qu'on revoie les choses pour que les députés qui sont au Parlement et qui veulent agir
pour le bonheur des populations, bien qu'ils servent une chapelle politique, puissent jouer pleinement leur rôle, leur fonction, afin que les ministres impliqués dans les dossiers puissent répondre librement. Là, quand on va aussi faciliter ce couloir également, vous allez voir qu'il y aura encore beaucoup plus de peur. Il y aura beaucoup plus de peur. Parce que quand on parle de criette, un directeur ira devant la criette. Un préfet ira devant la criette, tel cadre ira devant la criette, tel chef d'arrondissement ira devant la criette, mais le ministre, parce que n'oubliez pas une chose qui est assez importante, avant qu'un préfet puisse agir en toute autonomie, en toute indépendance, c'est parce qu'il est épaulé, conforté par un ministre. Avant qu'un cadre de ministère puisse agir, c'est parce qu'il estime que, compte tenu des relations qui le lient avec le ministre, il peut agir en toute autonomie, sans craindre peut-être les choses, les sanctions du ministre. Et donc, quand on va revoir ça à ce niveau donné, ça va donner. Mais pour revenir aux enseignements du procès, ici des services, qui a été un procès qui a captivé les attentions des uns et des autres, où dans la ville de Cotonou, c'était comme une grande messe quotidienne qui se faisait, parce que les amis étudiants étaient tout le temps garés et écoutaient religieusement tout ce qui était dit, et ça nous a permis de savoir comment les conspirations se conçoivent au sommet de l'État. Comment, au sommet de l'État, on arrive au détriment de l'intérêt des personnes et des biens, au-delà de ce qui est dit devant les micros des caméras, comment le business politique est fait sur le dos des populations. Et nous avons vu ce que chacun a pu faire dans cette affaire, et nous avons entendu des choses. Comment des gens qui ne sont pas habilités à avoir des armes ont eu des ports d'armes, comment des gens qui ne sont pas habilités à avoir des gardes du corps, comment on les a attribués de manière fantaisiste des gardes du corps, comment telle personne allait dans la maison de tel, comment X allait voir X en prison, on se croyait dans un film de 24 heures chrono, cette série est très célèbre, et donc on était au Bénin et ça s'est passé. Et donc, s'il n'y avait pas cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, s'il n'y avait pas cette retransmission en direct des audiences, nous n'aurons pas connu cela, parce qu'on a vu des gens qui ont dit non, ça a été folklorisé, on a voulu toucher à la popularité de telle personne, mais ce qui est mauvais avec le Béninois, je veux que ça arrête un beau jour, c'est que nous étions les mêmes, les Béninois, en 2014, en 2015 et en 2016, à crier et même à marchander nos voix avec les candidats de 2016 pour dire, si vous venez, nous voulons la lumière sur ces services, nous voulons savoir ce que X a fait avec Y, ce que Y a fait, et les résultats de Y, nous voulons les savoir. Et donc, dès qu'on a commencé par toucher Y pour ses responsabilités, on dit non, il ne faut pas le faire, on veut toucher à sa cour de popularité, il y a les élections qui viennent. Je crois qu'il faut toutefois, il faut par moment dépassionner le débat, il faut dépolitiser le débat pour comprendre que parfois il y a l'intérêt national qui est en jeu. Parce que si on habitue les gens à estimer que parce qu'on est ancien président de la République, parce qu'on est ancien ministre de la République et qu'on a géré le pays, tout ce qui est fait est bon, alors qu'on aille désormais alors à une autre conception de la chose. Soit on remet à zéro le compteur de la mauvaise gouvernance et de la corruption au Bénin, on prend une législation, on remet le compteur à zéro, on dit à partir de l'année peut-être 2020 ou 2022, le compteur de corruption est à zéro, et donc il n'y a plus de charge sorcière, le compteur est à zéro. Maintenant, à partir de maintenant, les choses démarrent. Mais on ne peut pas dire que les gens seront rattrapés par ce qu'ils feront. On ne peut pas avoir dit en 2013 que tel ministre, la manière dont il a connu une ascension fulgurante en matière de l'accumulation de biens matériels et financiers, qu'il répondra un jour et qu'on commence par l'indexer et que les mêmes qui ont suscité cela par le passé, parce qu'ils ont constaté une avalanche de réformes qui bousculent leurs intérêts, se disent non, c'est de la chasse aux sorcières. S'il y a des sorcières dans la République, je suis pour qu'on les chasse s'il y a véritablement des sorcières dans la République. Et je suis pour le fait que, même si certains estiment que la lutte est sélective, commençons par là. Il y aura un jour, chacun à son tour, chez le coiffeur, selon un adage. Quel regard portez-vous justement sur ces différentes personnalités qui sont passées par là? On sait que Antoine Daouri a battu campagne pour Patrice Talon en 2016. Comme Kader nous l'a rappelé tout à l'heure, avec des hommes politiques qui ont été dans les sérails même de Patrice Talon, qui ont milité pour qu'il vienne au pouvoir, qui ont même dit avec lui, nous allons t'aider à combattre l'impunité, la corruption, mais ce sont eux-mêmes actuellement qui en souffrent un peu s'ils sont vraiment reconnus coupables. Merci. Déjà,
je sais pas si Kader a un souci avec les sorciers. Non, du tout pas. Non, c'était juste pour vous chahuter. C'était pour vous chahuter, mais il ne faut pas les appeler les sorciers. Non, oui, revenons à votre question. C'est les sorciers parce que... D'accord. Revenons à votre question. Oui, Ganéou. Antoine Daouri, Modeste Toboula. Oui, et c'est là où le débat est faussé dans notre pays. On parle souvent de justice sélective. Et ces cas-là viennent démentir de façon claire et pertinente ce propos qui est tenu. Et je n'ai jamais compris cette démarche-là. En caricaturant, c'est comme si un voleur disait « Oui, je suis voleur, mais puisque je ne suis pas le seul voleur du village, vous n'avez aucun droit de m'interpeller là-dessus. » Voilà l'image que ça renvoie. Nous avons vu un pays comme la France où les anciens présidents sont écoutés très fréquemment. Ici, les mêmes qui ont crié, comme Kader l'a dit, les mêmes qui ont crié ici, on nous vole, c'est parce que ceux qui sont au sommet de l'État prennent nos sous, que nos enfants n'ont pas d'opportunité, etc., etc. Les mêmes vous reviennent pour dire telle personne, c'est parce que le gouvernement est contre lui, contre elle, que voilà, on l'interpelle. Nous sommes dans un pays où l'émotion précède toujours la raison, malheureusement. Revenons au cas que vous avez cité. Vous prenez monsieur comme Modeste Toboula. Oui. Moi, contrairement au plaisir jouissif que beaucoup de Béninois ont ressenti quand il a été cité, moi, je n'ai jamais eu un problème avec lui. J'ai vu un monsieur impérial dans ses actions. Peu importe, on peut le traiter de zélé, de tout ce que vous voulez, mais c'était le bras exécutoire donc, du gouvernement. Mais quand on est dans cette posture, on se sait attendu, on se sait surveillé. Malheureusement, je n'ai pas compris. On parlait de sorciers tout à l'heure, je ne sais pas si les sorciers ont pris par là pour le mélanger un peu, parce que c'est incompréhensible. Vous prenez le problème par tous les bouts, vous n'expliquez que vous ne trouvez pas... dans sa métaphysique de mais finalement, vous ne comprenez pas, au fond, comment lui, Modeste Toboula, vu les postures qui sont les siennes, comment il a pu se rentrer dans une affaire comme ça. Donc, mais au-delà de Modeste Toboula, on se concentre un peu plus sur la promptitude de la criette, justement, à connaître de cette affaire sans état d'âme. Justement, c'est à saluer. Il était à juger personne. C'est à saluer parce que il n'y a pas de proximité avec le pouvoir ou bien de problème avec le pouvoir qui détermine donc le choix de la criette dans ces affaires-là. On a vu Daouri, un monsieur que moi j'ai eu la chance de le côtoyer il y a quelques années, mais on l'a vu son engagement près du parti Salon. Il était parmi les fidèles des fidèles. Il n'est pas quelqu'un qui s'est rallié à la dernière minute. Et malgré ça, lorsque son nom a été cité, il n'y a pas eu d'entrave. Il n'y a pas eu de mainmise politique pour empêcher à ce que ce monsieur puisse répondre. Donc, cette façon de fonctionner élève plus haut l'exigence dans la République. Désormais, le parti Salon et ses ministres savent que lorsqu'ils descendront, ils peuvent également être interpellés. Et ça prépare les gens à mieux gouverner. On ne peut pas... l'exemple de Boni Aye et ses ministres est parlant. Nous avons vu des gens très puissants dans la République. Et aujourd'hui, dont les noms sont cités. Et malheureusement, comme on l'a dit, la criette n'a pas pour attribution de juger les ministres. Malheureusement. Et les mêmes... Vous avez... le Bénin est un pays de controverse. Si vous arrivez à réviser les tests, ça va encore le Bénin est un pays de controverse parce que pour toucher ça, il faut aller vers la révision de la Constitution. Et le Béninois a un mal de ventre terrible quand on parle de révision de la Constitution. On ne comprend pas. Comme si notre vie cesserait le jour où cette constitution serait touchée. Donc malheureusement, même tout le monde devient juriste dans la République dès lors qu'on parle de trucs là, parce que chacun y va avec ses émotions, c'est parce qu'on me fait ci, c'est pas, et puis on est dans la suspicion, dans des procès d'intention à ne point fini. Bon, nous appartenons à une nation qui est ainsi faite, espérons que les populations puissent avoir leur mentalité évoluer dans le temps. Oui, Mathias Desjans. Oui. Vous avez justement opiné tout à l'heure sur l'affaire Toboula. Il y a aussi le cas Antoine Daouri. Il y a beaucoup d'autres personnalités qui sont passées par là. Des affaires qui ne sont pas forcément médiatisées, mais d'hommes politiques, d'hommes publics qui ont donc été obligés de répondre à des questions
des magistrats qui siègent à la criette, c'est un instrument purement dissuasif, non, la criette. Lorsqu'on regarde tout ça et qu'on prend un peu de recul, on se dit, mais c'est purement dissuasif pour les hommes publics. Oui, ce n'est plus à démontrer la qualité de cet instrument, que vous qualifiez déjà de dissuasif. Je pense que le problème que nous avons au Bénin, c'est que parfois nous ne sommes pas prêts pour qu'on juge nos autorités en fait. Et vous allez voir tout de suite quand on dit on convoque tel ancien ministre, les gens se mettent à crier non, pourquoi toujours lui et tout ça. Mais c'est lui parce que c'est lui qui a pris par là et qu'il n'est plus là aujourd'hui pour avoir le pouvoir qu'il avait pour être en train d'éviter d'aller à la justice. C'est justement en fait ce qui amène là. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut que davantage nous puissions comprendre que si nous voulons avancer, on ne peut pas rester sans revenir sur un certain nombre d'affaires. Quand vous prenez l'affaire PPA 2, où un non lui a été prononcé, quand vous questionnez le fond de cette affaire-là, vous allez comprendre que, en fait, c'est des aides qu'on nous apporte, surtout pour donner de l'eau potable aux paisibles populations. Mais on nous dit qu'en réalité, ces soins ont servi à faire autre chose. Oui. Que ce à quoi c'est véritablement destiné. Mais vous avez constaté aussi qu'il a fallu encore le président Patrice Talon pour aller dans certaines zones du pays pour donner de l'eau potable. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des zones qui en manquent. Oui. C'est la preuve que ce phénomène de corruption, par exemple, est un phénomène qu'il faut combattre avec tous les moyens et des instruments plus puissants. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer avec la criette. Donc, je pense que, bon, l'existence de la criette fragmente ou du moins fragilise la justice. Bon, s'ils ont des preuves, mais ils n'ont qu'à se constituer alors en des personnes qui fassent en fait des propositions, comment on appelle, des personnes qui font des propositions du moins aux honorables députés, oui, ou du moins au président de la République, pour qu'on revoie dans quelle mesure en fait cette fragilisation de la justice qu'ils estiment, on peut la corriger dans les années à venir. Mais je pense que pour l'heure, on ne peut pas rester. Vous savez, on dit des milliers de jeunes sortent des universités qui ne trouvent pas d'emploi. Alors que dans le même temps, une seule autorité, parce qu'il est ministre ou bien il est préfet ou bien je ne sais quoi, il peut arriver à détourner des milliards de francs CFA. Et vous savez, les petits-fils de ces gens ne seront jamais pauvres. C'est ça qui est dangereux. D'accord. Quand on nous parle de l'affaire, comment appelle-t-on, Assemblée nationale, oui, qui le siège, 14 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas. Même quand on prend le procès ICC Service, les gens n'ont jamais pu parvenir à nous dire le montant exact. On nous parle même de 150 milliards de francs CFA. Et ce qu'il faut saluer surtout dans ce truc, c'est le professionnalisme avec lequel le président Syriac Doussa a conduit ce procès. Oui. Parce que les gens s'attendaient à ce que certaines autorités soient jetées en prison. Mais le président a été professionnel. Oui. Et mieux, pour finir sur ce dossier, je voudrais que nous puissions comprendre ceci. C'est-à-dire, la leçon qu'il faut tirer là, aujourd'hui, c'est que les Béninois doivent savoir que ce n'est pas la proximité avec une autorité qui doit m'amener à avoir confiance à un individu dans la République ou qui me dit, quand je vais déposer 50 000, j'aurai peut-être un intérêt de, comment on appelle-t-on, 3 fois plus que ce que j'ai déposé ou bien 4 fois plus. Non, ça ne doit pas nous amener désormais à faire ces genres d'erreurs-là. Et le ministre de l'économie et des finances fait même déjà l'effort d'attirer l'attention sur un certain nombre de ces genres de cas qui peuvent arriver pour dire il y a des gens qui passent pour le placement d'argent. Faites attention. Il faut que les gouvernants de ce pays puissent continuer dans ce sens-là. Oui. Et je pense qu'on fera le bilan en 2021. Oui. Si on doit continuer avec le régime, on continue, soit on lui retire et les gens viendront corriger alors ce qu'ils estiment être mauvais. Donc, très bien. Alors, je vous ai vu noter tout le temps, Kader Achiro, vous avez même emprunté à Olali son calepin, son stylo et tout. Ouais. Vous lui avez tout arraché. Vous avez 3 minutes pour dire tout ce que vous avez à dire. Non, je crois qu'il y avait des choses à dire et que dans la chronologie, la pédagogie des choses, oui, je n'ai pas pu le dire de manière bien séante. Très bien. Je crois avec mon vis-à-vis tout à l'heure, on parlait de sorciers, de sorcières et autres. Oui. Vous savez, c'est le terme
l'expression qui est bandie, chasse aux sorcières. Il y a une chasse aux sorcières dans le pays, la chasse aux sorcières sélective. Je dis, s'il y a des sorcières, alors qu'on les chasse. D'accord? Est-ce que dans un milieu sain, est-ce qu'on promeut les sorciers? Est-ce qu'on promeut les sorcières? Je crois que non. Donc il y en a qu'on les chasse. Alors, quand on me parle de lutte sélective, je crois que si on arrive à accepter que la lutte est sélective, si on arrive à adhérer au fait que la lutte elle est sélective, c'est qu'on se dit que Olali, elle est coupable, Gilles Christ aussi l'est, mais on choisit Olali, on laisse Gilles Christ. Alors, quand Olali a purgé sa peine, et que au moment opportun, quand le créateur tout-puissant décidera de mettre à la place des instruments celui qui peut toucher Gilles Christ, alors qu'il aille aussi purger sa peine. Donc, pour moi, il n'y a pas de péril en la demeure. Très bien. En ce qui concerne la mauvaise gouvernance au Bénin, j'avais commencé déjà dans mon intervention précédente, c'est qu'elle est encouragée et elle est promue par les acteurs politiques eux-mêmes. Et d'où la réforme du système partisan. Vous savez, il y a eu une avalanche de réformes qui sont menées par le régime en place, qui s'entremêlent et qui, je dirais, convergent vers un seul but, l'amélioration des choses au niveau de notre État. C'est-à-dire quoi? Si au niveau du parti politique, les gens ne sont plus désignés par coquinage, les gens ne sont plus désignés parce que c'est lui qui sait mieux tenir le sac au président du parti politique, les gens ne sont plus désignés par affinité, vous allez voir qu'il y aura un certain nombre de choses qui seront réduites parce qu'il n'y aura plus une certaine redevabilité certaine au niveau de certaines choses. C'est-à-dire que celui qui est nommé, en dehors de ce qu'il doit normalement au parti politique, il n'y aura plus des cachets qu'on doit déposer au président du parti, des cachets qu'on doit déposer aux proches du parti politique, parce que c'est tout cela qui amène le cadre politique, parce que tous les postes que nous désignons, c'est des cadres, c'est des postes politiques. Oui. Vous vous retrouvez un jour, Gilles Christ aussi directeur général du structure d'État. Il suffit juste d'être en bonne de CNDT avec Tampignon qui est au pouvoir, de vous retrouver en bonne de avec lui et qu'il dit bon, Gilles Christ, je le veux, alors je le donne préfet du département électoral parce qu'il estime que vous, il a besoin de vous là, parce qu'il donne des instructions et vous les mettez en exécution. Donc vous êtes dans l'applicabilité des décisions du gouvernement. Et donc on met qui on veut, en qui on a confiance à ce niveau. Mais dès que c'est le parti qui désigne, on dit tel parti politique, nous avons besoin de tel cadre pour telle pause, et que c'est le parti qui se réunit pour réfléchir à dégager un cadre, vous allez voir qu'il y a moins de retour à l'envoyeur, comme on dit, de retour de l'ascenseur, parce que on estime que j'ai été désigné par le parti, je suis en mission, je dois bien faire. C'est vrai que le cadre va penser à sa famille, mais il pense beaucoup plus à bien faire. Très bien. En dehors de cela également, tout à l'heure, il reste 10 secondes. Les interventions de mes vis-à-vis, j'ai entendu parler de la révision de la Constitution. Je crois que on a raté. Ça ne concerne pas la criette, mais ça concerne aussi la criette. Quand vous avez parlé par rapport à si on devait ajouter aux compétences de la criette le fait de pouvoir connaître du jugement des ministres et présidents de la République, parce que la plupart des dossiers qu'elle reçoit, parce que n'oubliez pas que la criette, dans ses prérogatives et ses compétences, a désengorgé un peu les tribunaux ordinaires. Parce que eux, ils sont beaucoup plus occupés par d'autres choses, ce qui fait qu'il y a des dossiers qui l'embinaient à leur niveau. Eux, ils sont consacrés pour les délinquants, les grands délinquants fiscaux. Et donc, je crois que s'il y avait une révision constitutionnelle, celle de 2017 qu'on a ratée était une meilleure monture. Je peux le dire parfois, et c'est même osé de le dire, que même si on redonnait même ce même document au président Patrice Talon aujourd'hui, après l'exercice du pouvoir en 2 ans, de refaire cette même révision, de replacarder cette même révision constitutionnelle, parce que c'est une révision constitutionnelle qui affaiblissait le président de la République, c'est une révision constitutionnelle qui permettait à la justice d'être beaucoup plus puissante et faire son travail. Merci infiniment. Non, vous avez fini. Je revenir peut-être si le temps me le permettait. Pour vous dire que la criette est cet instrument instauré, institutionnalisé, qui permettra aux générations futures de savoir que le bien public est public et pour tout le monde et non privé. Merci Kader. Vraiment, vous avez fini dans cette émission. Non, vous m'avez promis de revenir. Vous m'avez promis de revenir. Faites-moi cette amitié. Très bien. Chacun a 30 secondes parce que nous avons des contraintes de temps. On va voir un peu ce qui reste à la criette. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers que la criette traite sans qu'ils ne soient médiatisés. Des trafiquants de drogue qu'on arrête à l'aéroport, des particuliers, des Libanais, ainsi de suite, qui peut-être se retrouvent dans des affaires de trafic de cocaïne, de drogue, ainsi de suite, qu'on condamne sans que la presse ne s'intéresse véritablement à ça. Il y a aussi des questions qui ne sont purement pas politiques, mais que la criette traite aussi. Gani, je commence par vous. Oui, malheureusement, ce sont les affaires politiques qui sont
médiatisé souvent, et c'est ça qui attire l'attention, c'est ça qui crée la polémique dans la République. Mais la Criette fait, comme le dit, son boulot comme ça se doit. Il suit beaucoup de dossiers, les stupéfiants, etc. J'ai lu une sortie de M. Togbono il y a cela quelques temps, qui disait que grâce à la Criette, que le Bénin n'était plus une plaque tournante de la drogue. Alors, c'est déjà le Béninois, nous ne percevons pas ces aspects-là qui crédibilisent notre pays, qui permet à notre pays donc de jouir d'une certaine respectabilité aux yeux du monde. Donc je trouve que en offre, il y a des dossiers qui sont traités au jour le jour et qui participent donc de l'évolution des choses dans la République. Donc moi j'estime que ce n'est que positif pour notre nation. Mathias Desjans. Je pense qu'avec l'ambition du gouvernement actuel, qui est de faire de notre pays quand même un pays vraiment qui tient au plan économique et tout, je pense qu'il est temps, on a besoin de rassurer nos investisseurs, de les mettre en confiance pour qu'ils continuent d'investir au Bénin. Et donc la Criette est venue justement pour montrer qu'il y a un instrument qui, en fait, qui juge ceux-là qui sont des acteurs de la corruption, de la mauvaise gouvernance, des malversations financières et consorts, du terrorisme, des trafiquants, des stupéfiants et consorts. Donc c'est ce qui est important. Maintenant, je voudrais rappeler pour finir une question du ministère public, surtout à l'installation de la Criette, qui disait, monsieur, je cite, monsieur Cyriaque Dossa et monsieur Ulrich Togbono, quel juge et quel procureur voulez-vous être? Ceux d'une démocratie où les lois passent avant tout, ou bien quand en fait un juge ou bien un procureur, où nous sommes dans la dictature, où c'est le prince de l'heure qui a pouvoir sur tout. Donc il faut que fin de citation, et il faut que nos juges à la Criette, à commencer par le président, le procureur et tout le reste, puissent davantage s'inscrire, se rappeler de ces interrogations-là chaque fois, pour que nous, Béninois, nous puissions être en mesure davantage de croire en cette cour-là. Et donc, le développement viendra à coup sûr. On a vous permettrait d'être longuement bref, rapidement, pour vous dire que par rapport au fait de la Criette, vous avez constaté qu'il y a des gens qui sont condamnés à 15 ans, à 20 ans par la Criette depuis qu'elle est installée. Mais parce que ceux-là ne sont pas politiciens, parce que ceux-là n'ont pas de structure qui a beaucoup d'employés, parce que ceux-là n'ont pas une figure charismatique et emblématique dans le pays, eux, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas calculés. Nous avons vu des gens parfois être abusés par une certaine justice, mais nous ne voyons pas les populations se lever parce que ceux-là ne sont pas politiques. Et je crois que ce n'est pas du tout normal. Je finirai par ce fait pour dire également que la Cour de répression des infractions économiques et terroristes de toute son installation connaît beaucoup de dossiers. En dehors de ce politique, des audiences se tiennent à chaque moment. Et c'est des audiences interminables. Vous allez là-bas, vous écoutez, j'ai eu la chance d'écouter une de ces audiences, vous écoutez des choses, vous ne pouvez pas y croire. Les cybercriminels qui sont arrêtés, qui est allé plaider pour eux, ces cybercriminels, ces jeunes cybercriminels qui sont arrêtés, ils sont là, ils coupent en prison. Et je finirai pour dire que, et ça, véritablement, je finirai, c'est que si Nicolas Sarkozy répond de sa justice en France, alors que tout le temps, nous voulons comparer notre démocratie de 60 ans à celle de la France qui n'a pas les mêmes années que la nôtre. Si Nicolas Sarkozy répond de sa gestion, si François Hollande répond de sa gestion, alors ce n'est pas les nôtres qui ne répondront pas de leur gestion. Alors que les gens soient calmes et sereins, parce que là-bas, quand on les désigne pour aller répondre de leur gestion, il n'y a pas de polémique.